Culture, médias, actualité, communication. La Maison de la Presse et de la Communication de Liège vous propose des rencontres qui ont du sens. Aujourd'hui, nous abordons cette question: comment Liège doit déjà se préparer au réchauffement climatique? Bienvenue à tous et à toutes ici à la Maison de la Presse et de la Communication de Liège pour cette nouvelle soirée conférence qui est consacrée aujourd'hui au thème « Comment Liège doit déjà se préparer au réchauffement climatique ». Alors, pour en parler, nous avons invité 3 professeurs de l'Université de Liège. Alors, le premier, à côté de moi, c'est Xavier Fetways. Il est professeur de climatologie. Donc, il a étudié un peu tous les changements climatiques qui s'opèrent actuellement en Belgique, à moyen et à long terme. Et il va nous dresser, lui, donc un résumé de ce à quoi on peut s'attendre ici à Liège dans les prochaines décennies. À côté de lui, c'est Grégory Mailly. Il est professeur également, mais à Jean Blou, lui, donc de gestion de la biodiversité. Lui, il nous parlera de l'impact des changements climatiques sur la faune et la flore, dans nos régions, bien sûr. Et il a aussi développé, lui, des solutions innovantes sur la nature à destination des secteurs publics et privés. Troisième invité, c'est Aline Thierry, qui est sociologue, mais qui est ici surtout au titre de coordinatrice du certificat interuniversitaire de gestion de crise et de planification d'urgence. Elle a notamment d'ailleurs travaillé sur les inondations qu'on a connues en juillet 2021, et elle viendra nous expliquer, elle, comment il faut déjà se préparer dès aujourd'hui aux changements auxquels on s'attend demain. Alors voilà, le premier tour de table, ça va être d'abord pour dresser un constat. Où en est-on aujourd'hui? Où en sera-t-on dans 10, 20, 30 ans, voire à cet horizon 2100 dont on a beaucoup parlé souvent. Et Xavier Fetways, vous avez analysé un peu ces scénarios de la région. Oui, tout à fait. Donc ici déjà à l'échelle globale, cette année-ci, on va probablement dépasser le fameux seuil de plus 1,5 degré. Objectif des accords de Paris, et malheureusement déjà en 2024 on atteint ce fameux seuil, et un monde à plus 1,5 degré, c'est une Belgique à plus 2,5 degrés. Donc depuis 1850 on a déjà gagné 2 à 2,5 degrés en Belgique, et je ne vous cache pas que ici, quoi qu'on fasse, on va vers un monde à plus de 2 degrés. Donc ça c'est inévitable. Dans les 10-20 prochaines années, on va vers un monde à 2 degrés, voire 2,5 degrés. Après, on verra. J'espère qu'on va commencer à diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Mais quoi qu'il arrive, on va vers ce monde-là. Ça veut dire une Belgique à 3 degrés, à 3,5 degrés. Alors la Belgique, comment elle se réchauffe? C'est surtout les étés qui vont se réchauffer, moins la température en hiver. Et c'est au niveau spatial, c'est surtout l'Ardenne qui va se réchauffer versus la Flandre, où le réchauffement sera plus tempéré à cause de la proximité de l'océan. En termes de changement de précipitation, annuellement, pas de changement de précipitation. En été, une diminution des précipitations, mais les moyennes cachent quelque chose. En fait, les étés vont devenir de plus en plus extrêmes. Soit on va avoir des étés très, très, très secs, comme 2019, 2022, soit des étés très humides, comme 2021, comme 2024. Et donc, c'est vraiment vers ça qu'on va, avec des étés très contrastés. On pourra peut-être revenir plus tard pourquoi. Bien sûr. Mais on va, en moyenne, moins de précipitations, mais surtout beaucoup plus d'extrêmes qu'avant. Donc vous nous dites déjà là d'emblée que même si on fait tous les efforts prônés par le GIEC, ce qu'on est déjà loin de faire, on n'arrivera de toute façon pas à cet objectif qui était de plus de degrés à la fin du siècle. Voilà, donc ici, en tout cas, on va dépasser le seuil de 2 degrés. Ça, c'est certain, parce qu'une fois que la machine est lancée, en fait, les océans, rien que l'année passée, les océans ont gagné 1 degré, donc c'était énorme. Donc la machine est lancée, on ne sait plus l'arrêter. Alors on peut espérer... Ne nous quittez pas tout de suite, s'il vous plaît. Voilà. On peut espérer que d'ici la fin du siècle, on pourrait espérer une redescente des températures. Alors il faut quand même rester optimiste, même si on dépasse le seuil de 2 degrés, 2,5 degrés. Si c'est pendant 10 ans, c'est pas très grave. C'est si on prolonge ce dépassement pendant des dizaines d'années, voire des siècles, à ce moment-là, ça devient très très grave, notamment pour la fonte des calottes polaires et ainsi de suite. Mais ici, maintenant, c'est vers ça qu'on va. Et pour le moment, avec les engagements actuels, selon les COP, donc on va vers au moins un réchauffement global à la fin du siècle de 3 degrés en 2100. Donc il faut beaucoup plus que les engagements actuels qui ne sont pas suivis en plus. Vous aviez pris une image récemment
pour dire que Liège allait ressembler à des villes françaises du sud du pays. Lesquelles ? Ben voilà, donc ici, typiquement, on aura le climat de Poitiers, enfin le climat de maintenant de Poitiers en Liège en 2050, et à la fin du siècle, on pourrait avoir le climat de Toulouse, ou en tout cas la Belgique aura le climat du Gers, qui est une région du sud de la France, tout près de Bordeaux, région où il fait humide en hiver, mais les étés sont très secs, et des paysages qui sont complètement différents de chez nous, avec des vignes, des arbres et tout ça qu'on n'a pas du tout chez nous, et les étés, il y a tout qui est brûlé par la chasseresse et par le soleil, et c'est vers ça qu'on va malheureusement. Voilà, une belle entrée en matière. Donc, il n'y a pas que le climat, oui, bien sûr, mais c'est lui qui va avoir une influence sur la faune, sur la flore, sur des tas de conséquences sur la nature. Alors, justement, on a Grégory Mailly ici, qui est professeur de biodiversité. On va parler, par exemple, d'abord de la flore. Quels sont les changements auxquels il faut s'attendre avec un tel réchauffement climatique ? Alors, je propose qu'on mette tout ensemble. Oui, sous le terme biodiversité, la diversité du monde vivant, Parfait. Parce que c'est la même chose. Alors les changements climatiques, c'est un point. Il faut d'abord être conscient de quelque chose. Sans changement climatique, on est déjà dans un effondrement complet de la diversité du monde vivant. Donc quelques chiffres. S'il vous plaît. Oui, désolé, c'est la soirée. Après, on viendra avec des solutions. Quelques chiffres pour le fixer. Donc on ne parle pas de changement climatique là. On a perdu 25% des oiseaux en Europe depuis 1980, qui était déjà une référence fortement dégradée. On a 30% des espèces en région wallonne qui sont menacées d'extinction. On a perdu 75% de la masse du poids des insectes dans les zones protégées en Allemagne. 3 petits chiffres qui donnent l'ampleur. Ça n'a rien à voir avec le changement climatique, c'est dû au facteur principal d'effondrement du vivant, c'est la destruction des écosystèmes naturels et la pollution généralisée. Donc on est déjà dans une situation, c'est la limite planétaire la plus dépassée de toutes, c'est celle de l'effondrement de la biodiversité. Alors le changement climatique, le problème c'est que c'est un facteur qui vient aggraver ces éléments. Donc ce n'est pas un facteur en lui-même directement menaçant. Pourquoi c'est menaçant ? Parce que les espèces, elles fonctionnent dans une niche climatique, dans un type de climat donné, et donc ça leur donne une aire de distribution à l'échelle du continent européen, méditerranéenne, subméditerranéenne, tempérée. Le changement climatique va modifier, va faire bouger les niches climatiques d'un point de vue géographique. Si le changement climatique, comme ça s'est fait dans les périodes de glaciation interglaciaire naturelle, se déroule suffisamment lentement, les espèces suivent, mais surtout elles suivent si elles ont des paysages dans lesquels elles peuvent se déplacer. Or, nous avons totalement fragmenté les paysages, et donc les espèces n'ont plus de voies de migration, vont être bloquées dans des cul-de-sac climatiques, on peut les appeler comme ça, où elles sont appelées à s'éteindre de façon très importante. Mais toujours avoir en tête que le changement climatique est un facteur aggravant. Du point de vue de la faune, de la flore, le point principal, c'est vraiment la destruction des écosystèmes naturels et la pollution généralisée. Si on restaure, si on vient aux solutions après, de façon massive ces écosystèmes, on offre des opportunités de réponse à la faune et la flore au changement climatique. Si on peut donner l'un ou l'autre exemple comme ça, on parle beaucoup d'espèces d'arbres qui sont en stress hydrique, donc qui n'ont pas assez d'humidité pendant l'été. On va voir disparaître quel type d'arbres dans nos régions ? Alors ça, c'est extrêmement compliqué parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est une situation donnée. Les végétaux en particulier, ce qu'on appelle de la plasticité phénotypique, peu importe, ils sont capables de s'acclimater à de nouvelles conditions. Donc quand on fait des projections, on les fait sur une image aujourd'hui, mais on n'a pas tout le potentiel. Donc une essence, par exemple, dans nos forêts qui est potentiellement menacée, c'est le hêtre, qui est l'essence dominante des forêts ardennaises, des hêteraies atlantiques, zone atlantique. En même temps, les modèles ne disent pas tous la même chose. Donc ça, c'est assez difficile de prévoir quelle espèce va disparaître, particulièrement en Belgique, parce qu'on est quand même dans un pays qui est un peu à des frontières biogéographiques. On a des climats atlantiques, un peu plus continentaux, enfin l'Ardenne. Donc voilà, ça peut migrer et on est un petit territoire. À l'échelle européenne, il y a des études qui montrent, par exemple, qu'une série d'espèces de bourdons ne vont pas savoir remonter au nord. Elles seront coincées au nord dans leur migration climatique et donc elles sont appelées à s'éteindre.
Et si on peut parler des insectes, on connaît l'histoire du frelon asiatique qui fait peur à tous les apiculteurs. Est-ce qu'il y a comme ça des insectes dangereux pour l'homme aussi, quelque part, et pour les animaux, auxquels il faut s'attendre de voir arriver en masse ici dans la région ? On a un exemple sur le moustique tigre. Le moustique tigre est une espèce exotique qui a été introduite, qui était assez développée dans la zone méditerranéenne, mais qui commence à remonter, en effet, et qui est une espèce quand même vectrice de toute une série de maladies assez importantes. Donc, qui risque d'avoir des conséquences sur la santé. Qui risque d'avoir des conséquences sur la santé. Bon, maintenant, plus ou moins que les espèces actuelles, ça, c'est pas évident à établir. Non. Et aussi, on l'a vu, on le voit tous les étés, en tout cas en France, ces incendies de forêt qui sont extrêmement dramatiques, ça se multiplie tout le temps. Je suppose que là aussi, on va devoir s'attendre chez nous également à ce type de scénario. Oui, tout à fait. Xavier vient de résumer les étés à venir. Donc c'est un des risques, c'est une des vulnérabilités de nos écosystèmes, c'est l'accroissement des incendies. Bon, après, il faut quand même toujours se rappeler que les incendies sont un facteur naturel de tous les écosystèmes. Tous les écosystèmes brûlent. Donc ça dépend de l'intensité, de la fréquence des incendies. Donc chez nous, l'impact principal, ou en tout cas potentiel, de l'augmentation de la fréquence des incendies, c'est des changements de composition dans les forêts. Le passage de forêts, par exemple, de hêtres à des forêts de chênes basses ou de taillis qui pourraient intervenir. Mais finalement, le risque le plus important, c'est pour la fonction touristique, récréative de la forêt et productive. La forêt en elle-même peut s'en tirer. Ah, enfin une bonne nouvelle. Enfin, plus ou moins. Donc, on va continuer avec Aline Thierry, qui, je le rappelle, est professeure et sociologue, mais elle s'occupe surtout de gestion de crise et de planification d'urgence. Alors, là, aujourd'hui, on est en 2024. Est-ce que les pouvoirs publics ont pris l'ampleur de l'urgence climatique, du phénomène ? Qu'est-ce qu'on a déjà mis éventuellement en place ? Oui. Alors, je peux répondre sur deux pans, deux aspects, deux dimensions. D'abord, il y a les politiques publiques qui concernent les risques, qui sont liés au changement climatique. Et puis, il y a les politiques publiques, et ça, c'est plus ma matière, qui sont relatives aux crises et aux catastrophes. Qui sont déjà en grande partie les conséquences du changement climatique. En tout cas, si on prend la crise Covid et les inondations qu'on a connues en juillet 2021. Voilà. Alors pour les risques, je pense que les politiques publiques actuellement, si on prend à l'échelle de la Belgique, c'est principalement des mesures, on essaie de mettre en place des mesures d'adaptation au changement climatique, mais certainement pas d'évitement du risque climatique. Je pense que là, parce que ce serait beaucoup plus complexe et aussi coûteux, évidemment, on sait bien que les finances, c'est toujours un peu ce qu'on retient, enfin un facteur important pour les politiques, mais ça aussi, ça nécessite de dépasser les frontières nationales pour pouvoir travailler à une échelle beaucoup plus globale. Et ça, je pense pas que c'est un changement culturel en fait qui est nécessaire en fait. Mais donc là, je pense pas qu'on peut dire qu'on est actuellement dans des mesures vraiment d'évitement de ces risques-là. Et donc, quelles sont les mesures politiques qui sont prises aujourd'hui ? Ce sont les mesures principalement d'aménagement du territoire, je pense, d'espace, notamment avec des réglementations. On peut citer ici à Liège, il y a le plan Canopée, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, avec une volonté de s'adapter aux pics de chaleur, par exemple, et aux îlots chaleur en ville, le règlement communal de conservation de la nature, le plan climat, avec notamment la rénovation des logements, une volonté de favoriser la mobilité douce, toute une série de mesures comme ça, qui sont plus comment on pourrait s'adapter finalement au changement climatique. Par rapport aux crises et aux catastrophes, par contre, c'est une autre façon de voir les choses. C'est particulièrement difficile de s'y adapter en fait et de développer des politiques publiques par rapport à ces crises et ces catastrophes parce qu'elles sortent en fait de nos radars. Elles sont en dehors de nos modèles actuels d'anticipation. Et donc pour le moment, ce qu'on fait beaucoup, c'est des analyses de risques en fait. Quels sont les risques présents sur le territoire, etc. Mais on se rend compte à chaque fois que ces analyses de risques, d'une certaine façon, sont déjà dépassées parce qu'elles se basent en partie sur des statistiques qui sont basées sur des risques passés aussi, en partie. Et donc, il y a un besoin de se tourner vers le futur et d'arriver à anticiper, en fait, de nouvelles choses. Et là, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire.
Voilà. On a un exemple concret ici dans la région que personne n'avait vu venir. C'est les inondations de juillet 21. Alors, est-ce que on peut dire aujourd'hui qu'on a compris un peu le phénomène et qu'on est en train, maintenant, là, aujourd'hui, d'essayer de résoudre, si jamais un tel événement survenait encore, de le permettre, en tout cas, de l'amortir? Oui, alors, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est justement comment on apprend des crises, en fait. Et comment, dans notre société aujourd'hui, en Belgique, comment est-ce qu'on a appris des inondations ou comment est-ce qu'on apprend aussi du Covid, par exemple. Et donc là, je pense qu'il y a encore un énorme chemin à parcourir, en fait. Donc, il y a eu toute une série de processus qui ont été mis en place. Il y a eu une commission d'enquête au Parlement. Il y a des débriefings qui ont été organisés. Il y a des plans d'action qui sont mis en place. Mais je ne suis pas sûre qu'on est toujours dans un apprentissage, en fait. Si on prend, par exemple, il y a eu aussi un procès, une enquête judiciaire, et là, on était plus à la recherche des responsabilités de personnes, des responsabilités individuelles, et c'est pas vraiment, et c'est même à l'inverse d'un processus d'apprentissage, parce qu'en fait, le fait de rechercher des responsabilités individuelles a même parfois coupé l'élan d'échanges qu'on pouvait avoir sur justement comment on pourrait s'améliorer. Les gens ont eu peur que la justice Exactement. se mêle en fait de ce qu'ils avaient fait, et donc ils se taisent, ils ne disent plus rien. Exactement. Ouais. Oui. Mais bon, on a quand même assisté à certains petits chantiers. On a vu que, par exemple, on a démoli des maisons. On a dit qu'on laisserait l'ourthe ou la vesdre s'étendre sur certains champs. Il y a quand même quelques petites mesurettes. Oui, de nouveau, là, on est surtout dans une logique d'aménagement du territoire, dans une approche de comment est-ce qu'on peut reconstruire la vallée de la Vesdre, par exemple, en tenant compte notamment du risque. Mais ici, je parle en matière de gestion de crise et de gestion des catastrophes. Comment, par exemple, on peut détecter une inondation. Alors, il y a des cellules, je pense la CELEX, par exemple, on peut la citer au niveau du Centre régional de crise. Ils ont mis en place des cellules d'expertise pour pouvoir conseiller plus rapidement, identifier, faire des partenariats aussi avec l'IRM pour les annonces météo. Donc, il y a des choses qui se sont mises en place, notamment le Cortex aussi, qui a développé son analyse de risque de nouveau et qui est en train de faire un plan régional au niveau de la gestion de crise. C'est tous des petits éléments qui sont importants, évidemment, à prendre en compte. Mais le problème, c'est évidemment lié à l'incertitude, puisqu'on sait que les crises et les catastrophes, sinon on n'est pas dans une situation de crise, vont nous surprendre. Elles vont dépasser les cadres qui sont établis actuellement. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas à chaque fois être une guerre en retard sur la nouvelle crise qui arrive, et donc arriver à anticiper, imaginer, développer des scénarios pour sortir de cette logique où on est chaque fois en retard. Xavier Fetways, est-ce qu'on a appris aussi de ces erreurs d'interprétation des prévisions, notamment en juillet 21, quand certains n'ont pas compris l'ampleur du phénomène? On a eu, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, je pense, le même type de phénomène en Europe centrale. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que les gens seraient plus attentifs aux alertes météo? Je crois que les gens seront plus attentifs. En fait, le problème ici en politique et dans l'aménagement des territoires, c'est que toutes les lois sont basées sur le climat du passé. Et le climat du futur, il sera complètement différent. Et donc, tous les événements extrêmes qui vont arriver, ils vont être complètement hors statistiques par rapport au passé. Par exemple, lorsqu'on construit des bassins d'orage, on doit faire face à des événements de fréquence de retour de 25 ans. Un événement de fréquence de retour de 25 ans, dans 20 ans, il aura une fréquence de retour de 5 ans. Donc, c'est un événement qui arrivera quasi chaque année. Et donc, il faudrait faire beaucoup plus. Et ça, on est nulle part. Et donc, effectivement, il faudrait, pour moi, aller voir dans le futur pour pouvoir anticiper ce qui va arriver. Et pour le moment, on regarde dans le passé pour essayer d'anticiper un futur. Les bases sont faussées déjà. Voilà, c'est tout à fait. L'événement, effectivement, là, ici en Pologne, il y a une dizaine de jours, donc c'était exactement le même événement. Il est tombé 2 fois plus de précipitations qu'ici en juillet 21. Cet événement aurait pu remonter chez nous et on aurait eu encore pire que juillet 21. Et donc juillet 21 va se répéter. Et même si maintenant on se dit, on pourra anticiper l'événement juillet 21, je pense qu'il faut faire face, il faut préparer le terrain pour un événement pire que juillet 21, et pas se dire, juillet 21, on va arriver à le contenir. Non, il faut aller plus loin. Idem pour les extrêmes de température.
quand je vois les choses qui vont aller, le 40 degrés et les 50 degrés, en tout cas à Paris, le 50 degrés arrivera d'ici 2050. Et donc il faudra faire face à de telles températures en Belgique, on n'a pas du tout l'habitude. Et un autre exemple, c'est par exemple, toutes les constructions qu'on fait, on fait des maisons passives pour le froid. Et ça, c'est fini pour moi. On a fait des maisons passives pour le chaud. Au sud de la France, lorsqu'on construit une maison, on la protège pour le chaud et pas contre le froid. Et ici, pour le moment, on a des primes et tout ça pour isoler, mais contre le froid, c'est déjà une mauvaise idée. Il faut isoler maintenant contre le chaud. C'est une inversion totale d'approche, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et ça, c'est pas encore ancré dans la population. On reste trop à regarder le passé et il faut maintenant regarder le futur. Futur qui est incertain, je suis d'accord, qu'on ne connaît pas encore très bien. Mais clairement, ce futur va être extrême. Et par exemple, si on veut revenir sur l'événement juillet 21, les modèles le suggéraient à partir de 2030. Mais pour le moment, les modèles climatiques sont 10 à 20 ans en retard par rapport au changement climatique. C'est-à-dire qu'on est, pour le moment, des changements climatiques qui sont pires par rapport à ce que les modèles prévoient. C'est pareil en matière de biodiversité ? En matière de biodiversité, on a passé tous les caps. Donc, oui, ça s'accélère à tous les niveaux. Je voudrais revenir sur cette question de l'Avestre parce que on parle beaucoup de l'incertitude, de la non-prévision. Du point de vue écologique, ce qui s'est passé dans l'Avestre, c'était prévu. On l'a répété. On a dit il y aura des événements de ce type, y compris sans changement climatique, parce que toutes les pratiques de tout le bassin versant sont incompatibles avec une bonne gestion de l'eau. Donc ça, on le dit depuis des dizaines d'années. Enfin, je veux dire, on me dit l'incertitude. Oui, il y a de l'incertitude sur les modèles. Et la réponse sur un bassin comme l'Avestre, c'est une réponse systémique et écosystémique à l'échelle du bassin. Le problème, c'est pas seulement au fond de la vallée, c'est sur les plateaux agricoles, ce sont les forêts qui ont été drainées sur les versants. Et ça a été très très bien démontré dans l'analyse du master plan pour le changement. Ça veut dire que si on veut répondre, on doit répondre. C'est bien d'avoir racheté des maisons là où il risque encore d'y avoir un effet et d'avoir mis les gens à l'abri. C'est bien de faire quelques zones d'inondation. Comme Xavier l'a dit, on va tellement loin que ça ne répondra pas. Il faut changer l'ensemble des pratiques agricoles sur les plateaux. Il faut restaurer des forêts fonctionnelles. Il faut restaurer des sols tourbeux. Il y a une loi sur la restauration de la nature européenne qui vient de passer, qui prévoit de restaurer 30% des écosystèmes à l'échelle de l'Europe d'ici 2030. On est dedans. Et c'est là qu'il faut le faire. Et donc, ce n'est pas que les écosystèmes pour les espèces protégées, c'est important, les espèces menacées, c'est aussi pour les fonctions. Donc voilà, il faut lier les deux. Il faut lier biodiversité, faune, flore, écosystème, fonctionnement, et répondre par des processus naturels en s'appuyant sur la nature, sur ce qu'elle sait faire, sur ce qu'elle fait depuis longtemps. Parce que d'un point de vue technologique, on n'a pas les moyens pour répondre à ces événements. C'est des coûts monstrueux. Enfin, si vous voulez gérer les débits sur l'Avestre dans des événements pareils, ça demande des ouvrages de génie civil qui sont inconcevables. Donc il faut revenir à des processus naturels, à des infrastructures naturelles qui vont rendre ces services, ici, d'écoulement d'eau, de cycles hydrologiques, qui vont minimiser les risques face à ces incertitudes. Et ça, par exemple, on ne l'a pas déjà mis en place sur les plateaux des versants de la vallée de l'Avestre. On n'oblige pas les agriculteurs à planter d'une certaine manière. On n'oblige pas à ne plus faire de parking de bétonné. On n'a pas compris ça encore. Oui, je pense que c'est compliqué, mais c'est aussi le jeu politique d'une certaine façon. On sait bien, en tant qu'expert, que quand il y a un signal qui est lancé, on l'a vu on a mis l'exemple qu'on peut donner de pollution ou autre, quand on donne un signal entre le signal qui est émis par les experts et la mise en place à l'agenda politique d'une mesure, et en plus entre le moment où cette mesure est prise et où elle est effective sur le terrain, on a 30 ans qui sont passés et je suis encore positive, je pense. Ici, on vient de rater une fenêtre d'opportunité extraordinaire avec la PAC, avec la nouvelle PAC, et sa transcription en région wallonne particulièrement. Donc, politique agricole commune. Oui, la politique agricole commune. Pourquoi ? Parce que la politique agricole commune devait se diriger vers un Green Deal, et en fait, c'est dirigé vers un productivisme, un technoproductivisme encore plus important, et tout ce qui était les mesures qu'on appelle d'éco-conditionnalité, donc de reconstituer ces maillages, ces structures, ont été balayées et sont devenues des mesures tout à fait banales. Et on revient systématiquement en arrière sur l'ambition.
Et donc là, on a raté une vraie fenêtre d'opportunité. La politique agricole commune, c'est 1/3 du budget de l'Europe. En Wallonie, c'est 34%, ou 34-35% des territoires. Comment voulez-vous répondre au changement climatique si vous n'avez pas 34% du territoire qui rend les services et les fonctions nécessaires pour y répondre? Donc, on a des moyens énormes et on ne les dirige pas dans le bon sens. Il y a eu cette volonté, ça a démarré, et puis on est revenu en arrière. Et on a vu tous les agriculteurs aussi qui manifestaient dans tous les coins de la France et de Belgique d'ailleurs aussi. Donc voilà, il y a vraiment une sorte d'opposition au changement. Xavier Fetways, donc visiblement, ce qu'on est en train de faire, c'est rien du tout pour essayer de contrer ça. Non, effectivement, je crains que malheureusement, il va encore avoir l'une ou l'autre catastrophe avant que réellement ça bouge. En fait, le problème, c'est que souvent les politiques, ils ont un horizon de 4 ans. Et c'est sûr qu'à l'échelle de 4 ans, peut-être qu'économiquement parlant, c'est mieux de ne rien faire, ça c'est vrai. Mais à longue échéance, à 10-15 ans, tout le monde est d'accord que ne rien faire, ça va coûter beaucoup plus cher. Et il est clair que ici, à un moment donné, même avec un horizon de 4 ans, le réchauffement climatique va nous rattraper. Je crois qu'un des bénéfices de l'événement de juillet 21, c'est que ça a conscientisé les politiques et la population que le réchauffement climatique, ce n'est pas l'affaire de l'Afrique et du pôle Nord. Ça peut arriver chez nous et malheureusement, ça va se répéter de plus en plus, ce genre d'événement-là, parce qu'avec le réchauffement climatique, en fait, tous les systèmes météo restent beaucoup plus longtemps sur place. Et donc, on a un anticyclone en été, il va faire chaud et sec pendant des semaines et des semaines, ou comme cet été-ci, il va pleuvoir et pleuvoir. Évidemment, ça génère des événements extrêmes auxquels on ne s'attend pas. Ici, vous prédisez ce même type d'événement dans 5 ans, dans 10 ans, ici dans la région ? Ici, typiquement, le modèle, il suggère, en tout cas, surtout avec le climat qu'on va avoir, par exemple, en Belgique à plus 3 degrés, c'est très favorable à ce genre d'événement-là. Et à ce moment-là, c'est une fréquence de retour de 10-20 ans. Donc ça veut dire que d'ici 2050, on pourrait encore avoir 1 ou 2 événements. Et ici, l'événement qui s'est passé en Pologne, ça s'est joué à 300 km près. Ça arrivait chez nous, parce que l'Allemagne a été inondée aussi, le sud de l'Allemagne. Et donc, on aurait pu réavoir de nouveau cet événement-là, qui était exactement la même situation météo que juillet 21. Bon. Il est déjà trop tard, vous l'avez déjà dit, il y a plein de plantes et d'espèces animales qui ont disparu. Allez, il y en aura encore d'autres, vous en prédisez dans les prochaines années ? Prédire la disparition, oui, alors, je dis, vous regardez les chauves-souris, par exemple, toutes les espèces de chauves-souris sont sous statut vulnérables à l'extinction ou très vulnérables à l'extinction en région wallonne. Mais ça, à nouveau, c'est la destruction des habitats. C'est pas lié au changement climatique. C'est vraiment le point destruction des habitats des espèces. Alors dire qu'il n'y a pas d'espoir, faut pas dire ça. Quand on parle, par exemple, de restauration des écosystèmes, l'Europe a quand même mené des politiques assez offensives à travers des programmes financés, qu'on appelle les programmes LIFE, de restauration des écosystèmes exceptionnels, qui ont très bien fonctionné. On a restauré des centaines d'hectares de tourbières, de pelouses de haute valeur biologique. Ça se fait, ça fonctionne. On sait le faire, on a les techniques, on les a travaillées les 20 dernières années. Donc c'est une question de volonté. Et c'est surtout une question de changer les mentalités, et de dire ça a du sens de le faire. Je reviens non pas de Liège, mais de Charleroi. Je suis désolé, j'étais à Charleroi là, justement cet après-midi le long de la Sambre. Pourquoi réindustrialise-t-on sur les friches qui sont juste au bord de la Sambre ? Je sais, pour l'instant, c'est là qu'on peut mettre les porcs, mais ça ne va pas fonctionner, quoi, par rapport à ce qu'on voit maintenant. Il faut restaurer des écosystèmes, il faut faire de l'infrastructure verte. On sait le faire. Donc dire qu'on n'a pas les solutions, ça, ce n'est pas vrai. On les a. On sait comment y aller. Est-ce qu'elle ne coûte pas trop cher non plus ? Alors, trop cher, ça dépend ce qu'on veut voir comme nature et comme écosystème. La nature, elle n'a pas trop besoin de nous. En général, il faut lui donner un petit coup de main. C'est-à-dire, il faut lever les freins qui empêchent le système de se relancer. Une fois que c'est relancé, ça fonctionne. Je vais prendre l'exemple des friches. Donc, c'est très, très prégnant pour des villes comme Liège, Charleroi, nos grandes métropoles industrielles. Dans les friches abandonnées, vous avez toute une nature qui s'est reconstituée. Alors, elle a un intérêt. Donc, on vient de terminer une étude qui montre que 60% des friches où on a au moins une donnée biologique, donc où une fois on en était une espèce, c'est une espèce protégée. Donc, c'est énorme, quoi, en termes de potentiel biodiversité. On parle d'atténuation des îlots de chaleur à l'échelle urbaine. Ce sont des biomasses végétales qui participent à la régulation du climat. C'est aussi de l'accès à de l'espace vert pour la population.
Il faut un peu changer notre vision du territoire, de la nature, laisser faire la nature, avoir des écosystèmes un peu plus sauvages, lui faire confiance. Et ça coûte 0 une réhabilitation de friche de cette façon-là. Vous laissez faire. Alors j'exagère. Il faut l'aménager, il faut la sécuriser. J'exagère un peu, je caricature. Mais on va vous dire tout de suite, vous rétorquez que ce sont des terrains en or, comme ils appellent ça, le long de la Meuse. Ici, on a Arcelor. Sur Mons, sur l'agglomération de Mons, Charleroi-Liège, il y a 4500 hectares de friches. Vous allez me dire quand on aura redéployé 4500 hectares de sites industriels ou économiques. Ça, c'est de la blague. C'est un manque de stratégie territoriale. C'est dire on déploie économiquement là où c'est pertinent, les connexions, mobilité et autres, mais aussi là où il y a les enjeux écologiques ne sont pas prioritaires, et on déploie la biodiversité là où ça ne va pas aller contre, où ça ne va pas perturber ou ralentir le déploiement économique. Ce sont des stratégies d'aménagement du territoire, de choix, qu'il faut poser. Et c'est quoi, justement, Aline Thierry, les principaux freins à cette action publique ou politique ? Alors, les freins, on en a déjà évoqué plusieurs. Je pense qu'il y a notamment la temporalité politique. Moi, ça me semble être un frein majeur, parce qu'effectivement, on est quand même souvent... On se rend compte qu'ici, par rapport au changement climatique, il faut prendre des mesures à court terme, des mesures fortes à court terme, et qui vont probablement pas nécessairement rapporter au niveau politique. Et il faut aussi penser long terme. Or, quand on est dans un temps politique, c'est quelque chose qui est compliqué à faire. Donc ça, il y a aussi l'aspect budgétaire. Mais bon, ici, on vient de montrer, il y a quand même toute une série de mesures qu'on peut faire sans investir. Mais si je prends, par exemple, le sujet de la gestion de crise et de la planification d'urgence, il y a quand même toute une infrastructure de gestion de crise. Je pense aux hôpitaux, par exemple. Les soins de santé sont importants. Il y a la protection civile. Il y a toute une série d'infrastructures aussi qui nécessitent des moyens. Et ce qui est compliqué avec tous ces... Enfin, surtout si on prend, par exemple, la protection civile ou les services d'urgence ou les coordinateurs PLANU dans les communes, c'est compliqué aussi d'investir budgétairement pour les politiques sur ces sujets-là, parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont là, ils font un travail de l'ombre qui est extrêmement important, mais qui est dans l'ombre. Et en fait, ils préparent des crises, notamment des plans d'urgence, mais en fait, dont on espère en fait que ces crises ne vont jamais se produire. Et donc, du coup, c'est politiquement peu porteur. Et donc, du coup, on a tendance, les politiques ont tendance à désinvestir ces infrastructures-là, qui, quand on a une crise importante, par contre, eh bien là, on se rend compte qu'on n'a pas suffisamment. Donc, je pense que cette infrastructure de crise nécessite un investissement et un investissement encore et toujours aujourd'hui important. Donc ça, c'est un élément central. Mais je pense aussi qu'il y a vraiment un changement culturel à faire et que le fait qu'on travaille aussi de façon en silo, beaucoup aussi, par domaine, ou alors il y a différentes instances qui vont faire les mêmes travaux ou commanditer les mêmes recherches, mais avec des autres financements, et au final on se rend compte qu'il n'y a pas toujours une cohérence derrière. Donc ici on voit qu'il y a vraiment un besoin de faire une politique qui est intégrée sur différents secteurs, qui pense long terme et qui prend des mesures à court terme fortes aussi. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une sorte de retour en arrière ici, parce qu'on a vu l'émergence des partis écologiques un peu partout, qui ont bien fonctionné à la fin des années 2000, et même au début de 2000. Et là maintenant, par exemple, aux dernières élections, Écolo est en recul complet. Est-ce que ce n'était pas justement le parti porteur d'espoir ? Oui, bon, je ne sais pas si je sais répondre vraiment à ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le changement de gouvernement, à chaque fois, on va avoir des changements de priorité aussi. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué aussi à gérer quand on veut envisager le long terme. Et on le voit aux États-Unis, par exemple, c'est très clair. Quand un nouveau gouvernement se met en place, on l'a vu avec Trump, par exemple, quand il est arrivé, la première chose qu'il a fait, c'est détricoter toute une série de mesures qui avaient été prises, notamment par rapport à l'environnement, mais pas uniquement. Et bien donc ici aussi, à chaque fois, il y a des changements de politique, de mise à l'agenda qui se font à chaque fois quand on a des nouveaux gouvernements. Et donc ça rend très compliqué, évidemment, le long terme. Maintenant, voilà. Vous voulez peut-être dire quelque chose sur cette question ? Bon,
Il réfléchit à ce qu'il peut dire. Oui, comment le dire? L'écologie politique a eu une évolution assez bizarre. Enfin, pas bizarre, mais si vous remontez au fondement de l'écologie politique, moi je me souviens, les De Feit, enfin, les fondateurs et tout, on était quand même dans une logique de changement de la société, du paradigme sociétal. L'écologie politique, aujourd'hui, s'inscrit complètement dans le paradigme sociétal actuel. Enfin voilà, donc comment on change la société en s'inscrivant dans le paradigme, en prenant en effet toute une série de mesures et de mesurettes qui se mettent dans les interstices. Bon, alors je vais dire des trucs qui vont pas faire plaisir, mais c'est comme ça. La politique de la mobilité, ça t'est faire des ravels. C'est super, les ravels, c'est sympa, ça change pas la mobilité fondamentalement. Voilà, vous voyez, enfin, il y a un moment, voilà, si l'écologie politique continue à venir se mettre dans les interstices du système, elle va pas changer le système. Après, changer le système, politiquement, c'est comme tu viens de le dire, c'est pas très porteur. Voilà, c'est pas très auprès de la population, donc on comprend bien que c'est pas évident. Écolo a préféré l'évolution à la révolution, Xavier. Oui. Mais je crois qu'effectivement, à un moment donné, il faudra prendre des mesures dures. Un bel exemple ici à l'université, parce que je pense qu'on a ici des autorités, nos autorités sont vraiment, c'est un sujet qui les porte beaucoup et qui aimerait bien justement que l'université soit un exemple en termes de durabilité, de transition. Par exemple, nous à l'université, on ne peut plus prendre l'avion si la destination est à 6 heures de train. Un jour, on pourrait imposer ça à tout le monde et on n'aurait plus des petits avions. C'est pas une mesurette aussi. Mais c'est une mesurette. Mais il faudrait faire toute une série de choses comme ça. Alors, je suis d'accord que c'est une mesurette. Xavier, oui. Pendant ce temps-là, on a des collègues qui prennent 10 fois l'avion par an pour aller au bout du monde. Oui, donc c'est de la mesurette, ça. Je suis d'accord, mais c'est mieux ça que rien. Il y a toute une série de choses qu'on pourrait faire pour, en tout cas, aller vers ça. La population, évidemment, rouspèterait au démarrage, mais après, à un moment donné, ça passerait. Ouais. Mais je pense qu'il faudrait les multiplier d'un coup, peut-être. Mon université ne va pas être contente, mais l'université agit comme la société. L'université de Liège a un site extraordinaire pour la biodiversité, dans lequel il y a une réserve intégrale forestière. Qu'est-ce qu'on a fait sur le site de Liège? On a fait des parcours VTT qui passent en plein dans la réserve intégrale. Et c'est nous qui devons aller dire ça. C'est ça à la lande de Streupa? Non, la réserve forestière. Donc une réserve intégrale, c'est une réserve où on ne fait rien. On laisse la forêt évoluer par elle-même, c'est un milieu sauvage. Si vous faites passer du VTT dedans, c'est plus une réserve intégrale. Voilà. Et donc on doit tout le temps attirer l'attention sur des points comme ça, parce que sur un certain nombre de points, et particulièrement la biodiversité, les messages ne sont passés à aucun niveau de la société. Aucun. C'est très clair, à part les niveaux à former, dont on fait partie, où on essaye. Donc c'est compliqué. Et alors, je ne veux pas du tout minimiser l'impact climatique, mais pour l'instant, le climat attire absolument toute l'attention. Et donc les liens avec les autres éléments sont un peu cachés. Notamment, par exemple, avec la biodiversité, c'est totalement caché. Donc on est dans des logiques de réponse au climat quand même extrêmement techno-optimistes, fixation carbone neutre et tout. Ça ne change pas le système à nouveau. Donc voilà, c'est là qu'on est un peu bloqué. Xavier Fetway, donc est-ce qu'il y a encore moyen d'éviter un scénario catastrophe comme tel que vous l'avez évoqué au départ? Est-ce que c'est encore possible? En fait, ce qu'il faut, en tout cas au niveau climatique, il faut éviter, c'est dépasser les seuils, les poids de non-retour. Par exemple, la fonte irréversible des calottes polaires, des histoires comme ça qui font qu'à un moment donné, même si on revient vers le climat qu'on a eu avant, on ne retrouvera jamais la Terre telle qu'on l'a connue, quoi. Et donc ça, c'est ce qu'il faut éviter. Et clairement, ici, les scientifiques montrent qu'au-dessus de 2 degrés, à ce moment-là, si on dépasse ce seuil-là pendant des dizaines d'années, à ce moment-là, on pourrait arriver à dépasser ce seuil-là. Je pense qu'ici, 2 degrés, on va y arriver, ça c'est sûr. Mais je pense qu'il y a moyen quand même d'éviter de garder ce 2 degrés, voire ce 3 degrés pendant des décennies et décennies pour éviter tous ces points de non-retour. Alors après, il y a tout ce qui est derrière, ça je suis d'accord. Alors en termes de risque, moi je pense qu'il faut, au niveau de la population, qu'elle apprenne à vivre avec le risque. Il y a des pays qui ont des ouragans chaque année et ils ne s'en plaignent pas. Il y a des pays qui ont des sécheresses chaque année et ils ne s'en plaignent pas nécessairement. Ils ont l'habitude de vivre avec ça. Nous, dès qu'il y a un petit changement climatique à côté de la moyenne, c'est tout de suite la catastrophe.
Et donc je pense qu'il faudra, en tout cas pendant un temps, il faudra apprendre à la population et aux politiques aussi de vivre avec le risque. Des gens avoir l'habitude de se faire inonder et pas se dire j'ai acheté ma maison dans une zone non inondable donc je ne me ferai jamais inonder. Mais non, ça c'est faux parce que les zones non inondables elles ont été définies sous le climat des années 90. Donc autant dire qu'il y a beaucoup de chances de se faire inonder même si on est dans une zone non inondable. Mais il faut que les gens apprennent, qu'on apprenne tous à vivre avec le risque et il faut un changement majeur dans nos habitudes. Ça, c'est clair, je suis d'accord avec l'avion. C'est des petites, mais bon, c'est en multipliant ce genre de mesures. Mais même cette mesure-là, supprimer les courtes distances en avion, je pense qu'il n'y a aucun politique maintenant qui la prendrait. Même un truc comme ça. Vous avez parlé tout à l'heure de la technologie toute puissante qui va nous aider à résoudre tous les problèmes. Pourtant, il y en a beaucoup qui disent ça. Si on diminue les gaz à effet de serre, imaginons qu'on n'utilise plus que le soleil, l'eau et le vent pour notre énergie, on n'y arrivera pas ? Mais si vous changez de système pour faire la même chose, c'est-à-dire avoir la même société extractiviste des ressources, vous n'avez rien changé. Enfin, il y a un moment, le fond, c'est le caractère extractiviste des ressources naturelles de notre société. Enfin, c'est incroyable. Il faut s'imaginer ce qu'on utilise comme ressources en permanence. Alors, pas que d'ici, qui viennent du monde entier. Hein. Je vous invite, là, on est en train de filmer et tout. Je vous invite tous un jour à aller dans les mines au Congo, voir ce qui se passe. Hein. Donc, c'est une réponse. Elle est indispensable pour aller vers des logiques de carbonation, baisse d'émissions CO2 et tout. Mais si elle a pour objectif de maintenir le même niveau d'extractivisme, je pense que aussi bien au niveau climatique, émissions de carbone, qu'au niveau écosystème naturel, biodiversité, nature, qualité du territoire, on ne va pas changer exactement, on va pas changer le système. Ça, par exemple, est-ce qu'on fait assez pour la décarbonation ici en Belgique ? C'est une question, je ne saurais pas y répondre suffisamment. Enfin, voilà. Mais par contre, moi, je voudrais rebondir peut-être sur ce qui a été dit par rapport à la population, parce que ça aussi est un élément qui me semble vraiment, vraiment très important. En fait, c'est vraiment de travailler sur préparer davantage la population, parce que pour le moment, on est vraiment dans une logique très top-down, en fait. On a tendance à dire la population, on va l'informer des mesures prises par les experts ou par les politiques. Point. Et on se rend compte qu'en fait, surtout si on observe les dernières crises, le Covid, si je reprends la pandémie, si je prends les inondations, on se rend bien compte que l'État seul ne peut pas gérer ou ne peut pas faire face à des situations comme ça. Et donc d'office, on a besoin d'une population préparée. Et donc il y a vraiment ce travail à faire, et pas uniquement au moment de la gestion de crise, en fait. Il faut impliquer la population dans la préparation aussi, dans l'identification. On le voit de plus en plus, les idées de sentinelles pour, par exemple, détecter des débuts d'incendie dans les forêts, pour remarquer des niveaux d'eau qui sont anormaux à certains endroits. Là, ce sont les citoyens, c'est la population qui connaît bien son territoire, qui est proche au niveau de son territoire, qui peut le faire. Et là, il y a vraiment ce manque de remontée, finalement. C'est pas encore suffisamment mis en place. Puis alors, il y a toute la préparation, les plans d'urgence. Actuellement, on prévoit des mesures comme l'évacuation, la mise à l'abri, on l'a vu pendant le Covid, le confinement et des choses comme ça, des mesures, mais qui sont très rarement pensées avec la population, qui est pourtant la première concernée, et ce sont ces personnes-là qui vont devoir mettre en œuvre ces mesures-là quand une crise va se déclencher. Et donc on l'a vu pendant les inondations par rapport aux évacuations, c'est quelque chose qui est vraiment apparu. Évacuer une population qui n'a pas été préparée à devoir évacuer, en fait, c'est vraiment extrêmement complexe. Donc il y a vraiment tout un travail à faire, je pense. Et puis alors il y a toute la phase de rétablissement aussi, dont on parle beaucoup dans la vallée de la Vesse. On le voit, ça dure des années, en fait. C'est pas comme si on allait avoir un retour à la normale dès demain. Et donc il y a tout ce travail à faire avec la population pour préparer la population. On parle beaucoup de culture du risque. Il y a une association BIFED, dont certains ont peut-être entendu parler, qui s'est créée avec des citoyens à la suite des inondations. Ils sont actuellement en train de travailler sur comment on peut renforcer la culture du risque en Wallonie, mais je pense que le discours reste quand même beaucoup au niveau politique, celui de dire risque zéro, on est vraiment toujours dans cette logique très rigide, très top-down, et ça ne fonctionne pas. Et là, je pense qu'on a intérêt aussi à aller voir ce qui se passe dans d'autres pays, où il y a des populations, des communautés qui s'organisent aussi et qui font face à des situations aussi
importantes, quoi. Moi, je vais me faire quand même l'avocat du diable ici et du pauvre citoyen qui écoute tout ça et qui se demande ce qu'il peut faire. Bon, on voit maintenant quasi tout le monde qui veut des panneaux solaires, par exemple. Ça, il a l'impression évidemment d'avoir fait quelque chose d'important, mais il ajoute en même temps évidemment des pompes à chaleur pour avoir de l'air conditionné en été. Est-ce que c'est le serpent qui se mord la queue avec ce genre de mesures? J'ai donné un bon exemple, même si c'est pas ma spécialité. Souvent, on dit remplaçons les voitures thermiques par les voitures électriques. Pour moi, la solution, c'est de supprimer la voiture. C'est de supprimer sa voiture thermique. Mettre une voiture électrique, c'est la même chose. Voilà. Vous pensez la même chose? Comment dire? Je suis un peu plus nuancé. Si c'est remplacer la voiture thermique par la voiture électrique pour faire la même chose, oui, ça n'a pas de sens. Si c'est des petits modèles qui permettent de se déplacer dans des systèmes de société organisés à une échelle plus sous-régionale ou plus spatialement raisonnable, ça peut avoir du sens. Je crois que simplement, en effet, on remplace à l'identique. Et c'est ça qui ne fonctionne pas. Bon, j'ai dit techno-optimisme, la technologie a son rôle à jouer totalement dans la transition. Enfin, on parle de transition, ça m'énerve la transition, quoi. Dans le changement, quoi. La transition, c'est pas dans le changement. Mais voilà, mais pas pour faire la même chose. C'est ça le fond, je pense. Mais alors, on demande aux gens, en fait, c'est ce qu'ils pensent, ils disent qu'ils reviennent, on les oblige à revenir en arrière. Que l'humanité a été marquée de tout temps par le progrès, et ce que vous préconisez là est en fait un retour en arrière. Est-ce que ça, c'est un élément qui parle dans une politique? Ouais, je dirais que c'est peut-être pas un retour en arrière. Enfin, moi, je le vois pas comme ça. Mais c'est plutôt changer notre rapport au monde, en fait, et changer notre façon de voir l'environnement, la nature, les espaces, notre rapport. Je pense que, je ne sais plus les pourcentages, mais c'est important, le nombre de citoyens qui habitent en ville, en fait, et qui perdent aussi ce contact à la nature. Et ça, c'est aussi quelque chose... Oui, mais on leur dit aussi de ne plus aller urbaniser les campagnes. Oui, bien sûr. Oui, mais vous pouvez développer en ville le contact avec la nature. Développer des vrais écosystèmes en ville et pas des alignements d'arbres. Ramener la nature en ville pour que ce contact reste. 80% de la population mondiale va vivre en ville d'ici 2050-2060, toutes choses restant égales. C'est une erreur majeure. Les villes sont des trous à énergie, à matière, ce sont des catastrophes environnementales. Donc je ne comprends pas cette politique. Elle n'a pas de sens. Vous dites un peu l'inverse de ce que totalement. Tout le monde dit. Oui, totalement. De tout ce que mes collègues urbanistes disent. Rassembler tout le monde dans des mégapoles, des mégacities, c'est pas la réponse. Pourtant, on collectivise plus les équipements publics, on n'urbanise pas les campagnes. Quels équipements publics? Lesquels? Les équipements publics fondamentaux? Il vaut mieux la santé, habiter dans un building que 100 maisons, par exemple. Mais on n'a pas dit qu'il fallait faire 100 maisons en ayant des systèmes ruraux qui sont des systèmes régionaux centrales. Le développement urbain, pour moi, enfin, je vais aller un peu plus loin philosophiquement, c'est une société un peu dictatoriale. Hein. C'est rassembler tout le monde dans les mêmes zones, dans des systèmes complètement déconnectés du monde et de la nature. Il faut faire attention à ça. Hein. Tandis qu'on ne veut pas aller vers une société multipolaire, multipôle, où on fonctionne sur des systèmes plus régionaux avec les échanges nécessaires entre les systèmes régionaux et pas l'échange global continuel. Donc bon, ça c'est très fondamental, c'est facile à dire, je ne suis pas politique, je ne me suis jamais présenté aux élections, c'est une fois j'ai fait 35 voix, voilà, dans ma commune. Donc il y a très très longtemps, ça me suit encore. Donc j'ai bien compris que mon message n'était pas très parlant. Mais on a parlé donc ici, vous en avez justement parlé, on a ici à Liège ce qu'on appelle un plan canopé, hein, qui est marqué par la majorité actuelle. Il voudrait donc planter 20 000 arbres supplémentaires ici dans l'espace public du territoire de la ville de Liège pour essayer de créer des îles, pour lutter en tout cas contre les îlots de chaleur. C'est une bonne ou une mauvaise idée ça alors? Mais l'idée est bonne. Planter des arbres, c'est pas mauvais. En effet, la végétation au sens large joue un rôle important dans l'infiltration de l'eau, dans le refroidissement de l'air par l'évapotranspiration, dans l'ombrage, là où on a des chaleurs plus importantes. Maintenant, le point, c'est qu'on est dans des solutions aujourd'hui à nouveau toutes faites.
Donc on fait des plans canopés, tout le monde fait des plans canopés dans toutes les villes, et ça se résume à un nombre d'arbres. Mais il y a un contexte. Il y a un contexte. Où les mettons, pourquoi, et est-ce que ça va fonctionner ? Vous pouvez planter des arbres dans des squares qui sont des squares fortement fermés, et puis la nuit, vous allez garder plus de chaleur que si vous n'avez pas d'arbres, parce que vous coincez la chaleur. Il y a aussi des tas d'études qui montrent quand vous plantez des arbres dans des rues canyons, donc vous imaginez la rue de la Loi, la rue Béliard à Bruxelles, si vous continuez à avoir une mobilité motorisée, vous piégez les polluants au niveau du sol, et donc vous dégradez la qualité de l'air. Donc tout est dans le design. Mais ce qu'on veut faire maintenant, c'est du quantitatif. Et donc 20 000 arbres, oui, mais pour faire quoi et où ? Et donc on est dans des situations dans les villes belges où on va les mettre 20 000 arbres sur les friches, les zones urbaines. Liège a une responsabilité particulière dans la biodiversité et dans la réponse au changement climatique. On est dans la vallée Mosane. La vallée Mosane, c'est un couloir de migration majeur pour les espèces vers le nord. Ce sont essentiellement des espèces méditerranéennes qui vont migrer. Et elles vont migrer sur quel type d'écosystème ? Des écosystèmes de pelouse, des écosystèmes ouverts. Donc ce qu'on devrait déployer dans Liège comme réseau pour contribuer vraiment à la réponse de la biodiversité au changement climatique, c'est des réseaux, par exemple, de toitures végétales qui sont des pelouses sèches, naturelles, et qui permettent aux espèces de passer la ville. Voilà, ça c'est un objectif qui concilie climat, régulation du climat au niveau du bâtiment, biodiversité. Donc ça a du sens de planter des arbres, mais dire je veux planter 20 000 arbres et je dois les avoir plantés, et peu importe comment. Et si on coupe un arbre, il faut en refaire 3 n'importe où, ça ne va pas. Ce n'est pas des politiques pertinentes. On a vu aussi quelques murs végétaux apparaître ici dans la région. C'est une bonne idée ? J'ai fait le spin-off qui en vend, donc c'est une bonne idée. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Dans les milieux urbains denses et minéralisés, ce qu'on peut végétaliser, ce sont les toits et les murs. C'est là que sont les surfaces. Donc dans la régulation du climat, la végétation elle a un rôle essentiel. C'est l'évapotranspiration en été. La végétation évapore comme nous transpirons et elle refroidit l'air. Donc si on associe le cycle de l'eau, garder l'eau et la réutiliser en été pour irriguer des structures comme des murs végétaux, des toits végétaux, on va participer à la régulation de l'îlot de chaleur, combiné avec des plantations d'arbres et tout. Donc ça a du sens, pour autant qu'on fasse en effet des murs végétaux qui sont des écosystèmes inspirés des écosystèmes naturels qui vont servir aux pollinisateurs, qui vont faire des corridors ou en tout cas des petits pas écologiques. Pas des éléments de décoration. Et ou pas des éléments d'art, de décoration, voilà. Oui. Bon, Xavier Fetways, est-ce qu'il y a quand même moyen de rester optimiste après une soirée comme celle-ci ? Bonne question. C'est toujours difficile de répondre à cette question-là. C'est sûr quand on voit l'horizon très sombre à l'échelle de 2100. Moi, je reste quand même optimiste parce que je pense que c'est vrai que maintenant, on voit qu'on en a, tout s'emballe. Je le disais tout à l'heure, l'océan Atlantique a gagné 1 degré l'année passée sur une année. C'est énorme pour un océan. Ou quasi 1 degré. J'exagère un peu, mais en tout cas, c'est un chiffre entre 0,5 et 1 degré selon les régions de l'océan. Donc, c'est vraiment énorme. Est-ce que, évidemment, ça risque de s'emballer dans le futur. Mais moi, je reste optimiste parce que je pense que d'ici 2030, 2035, la population, de manière globale, va se rendre compte que c'est plus possible de faire comme maintenant. Et même les économies, les assurances, je pense que parce qu'il n'y a rien à faire, c'est l'argent qui est le moteur de beaucoup de choses. Et tant que c'est économiquement parlant, à l'échelle de 4 ans, ça ne vaut pas la peine de le faire, les politiques ne le font pas. Mais ici, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir malheureusement tellement de catastrophes d'ici les 10-15 prochaines années, que les assurances, à un moment donné, vont dire c'est fini, parce que les assurances, elles ont peur, évidemment, ça leur coûte des fortunes, toutes ces catastrophes-là. Et si les assurances, c'est les banques, c'est l'économie, et à ce moment-là, d'un coup, moi, je pense qu'on pourra avoir un levier qui va arriver. Et malheureusement, ce n'est pas nos discours. Les climatologues, ça fait 40 ans qu'on parle du changement climatique, ça fait 40 ans qu'on ne nous écoute pas. Donc, ce n'est pas nous qui allons faire changer les choses, mais par contre, malheureusement, c'est l'économie qui fait changer les choses. C'est l'argent, c'est l'économie qui fait pression sur le politique, alors c'est ça ? Oui, c'est ça, ouais. J'ai vu un très bel exemple en Angleterre où des sociétés d'assurance ont financé des restaurations de rivières, donc le reméandrement, parce qu'ils ont fait le calcul que ça leur coûterait moins cher de le financer que les primes qu'ils vont devoir payer
pour les événements d'inondation. Et donc il y a des choses qui commencent à arriver à travers des banques, comme Triodos ou autres, qui financent ces éléments, qui ont cette vision très développement durable au départ. Et donc il y a déjà des endroits où on dit ça coûte, mais en effet ça va coûter moins cher de restaurer les fonctionnements des écosystèmes que d'attendre pour compenser les dégâts. Et je pense qu'en effet ça commence à percoler dans le monde de l'économie. Grégory Mailly, tant que vous avez encore le micro, est-ce que on a toujours dit que la nature avait un terrible pouvoir de s'adapter, de se régénérer? Ça, c'est pas un sentiment, un brin d'optimisme? Non, mais alors, la nature, elle s'en fout du changement climatique. Elle va s'en sortir. Il y a des bactéries qui vivent à 500 mètres de profondeur. Il y en a qui vivent dans des sources d'eau chaude à 90 degrés. Elle repartira. Elle est passée dans des crises beaucoup plus importantes que celles qu'on va vivre. Le problème, c'est pas la nature, c'est nous. Et c'est notre rapport à la nature et notre respect du monde vivant. La nature, elle va s'en sortir. Ça repartira. Voilà, à un moment sans donné. Nous. Avec ou sans nous, on ne sait pas ce qu'on sera, où on sera. Donc moi, je suis pas inquiet. Si vous voulez, je suis inquiet parce que éthiquement, ce qu'on fait au monde vivant est monstrueux. Voilà, moi, j'ai cette connexion avec le monde vivant. Mais je ne suis pas inquiet pour la nature et pour le monde vivant. Et il repartira, c'est bon. C'est nous le problème. C'est par rapport à nous qu'il faut réfléchir. Aline Thierry, quand se produira ce fameux déclic alors dans la tête des politiques, dans la tête des économistes et dans la tête de la population? Alors, oui, je ne sais pas. Personnellement, je ne pense pas qu'il va y avoir certainement vraiment un déclic. Et je vous avoue qu'avec le contexte géopolitique actuel, les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, moi personnellement j'ai une vision quand même assez pessimiste parce que j'ai l'impression que ça va tout à fait dans l'autre direction. On investit massivement dans l'armement, bref. Mais si on veut rester quand même sur le sujet ici, et voilà, moi je pense qu'il y a vraiment ce travail à faire. Moi je pense que c'est pas vraiment un déclic, mais plutôt un processus d'apprentissage, qu'il faut un changement culturel évidemment, mais aussi un processus d'apprentissage. Regarder ce qu'on a vécu dernièrement, les crises, comprendre est-ce que demain, si on est de nouveau face à une pandémie, est-ce qu'on a appris de ce qu'on a vécu en 2020? Est-ce qu'on peut en tirer des leçons pour s'améliorer, pour faire face à une nouvelle pandémie, par exemple, qui aura une autre forme, qui nous surprendra à un autre moment? Mais est-ce qu'on s'est préparé? Si on a de nouveau des inondations, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces crises? C'est une forme de restaurer cette mémoire, en fait, parce qu'on a tendance quand même à vivre dans une société du déni, d'une certaine façon, ou d'où l'oubli, des oublis qui sont précisément qui sont pas des oublis spontanés. On oublie de s'intéresser à et de tirer les apprentissages d'eux. Et je pense que cette mémoire, elle doit pas juste être tournée vers le passé, elle doit aussi nous permettre d'anticiper et d'imaginer le futur, en fait. Et donc, c'est plutôt cette réflexion-là. Donc voilà, être dans ce processus d'apprentissage, se tourner, avoir une mémoire de ce qui s'est passé, tirer des enseignements pour pouvoir se préparer aussi au futur. Et quand on discutait tout à l'heure de l'anticipation, de la difficulté d'anticiper, on l'a vu, il y avait toute une série de romans, de films, de science-fiction notamment, qui avaient déjà en partie fait un travail d'anticipation ou d'imagination de ce qui pourrait arriver, qui en fait nous est arrivé et qui était vraiment très fidèle à ce qu'on a vécu. Et donc ça veut dire qu'il y a quand même cette possibilité d'imaginer, qu'on doit aller rechercher. Et là, j'aimerais bien citer, il y a un littéraire qui écrit, je ne sais pas si vous le connaissez, Amita Ghosh, c'est un Indien qui a écrit un livre en 2016 qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle Le Grand Dérangement, et qui dit justement que la crise, c'est une crise de l'imagination aussi. C'est notre impossibilité, à la fois dans la littérature, mais aussi pour les politiques, à imaginer d'autres futurs que ceux qui sont liés à ce qu'on vit et à ce qu'on vivait avant. Voilà, pour clôturer ce débat, une dernière question, mais très pratique, très concrète. Xavier Vetweijs, vous êtes nommé demain Premier ministre de Belgique. Est-ce qu'il y a une mesure prioritaire que vous allez de suite mettre en place? Oh là là, je joue mon joker, là.
Non, il faut y réfléchir à l'avance, comme ça, à froid, je ne serais pas à dire la priorité des priorités. Oui, en tout cas, la Belgique, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est les transports. Et les transports, c'est le transport des gens et le transport des marchandises. Parce que souvent, on ne tient pas compte du transport de marchandises. Et donc, pour moi, c'est ça la principale source de pollution ici en Belgique. C'est pas le chauffage, c'est pas. C'est le transport. Sachant qu'on a fermé toutes nos usines et que maintenant, on va acheter on achète le même acier qu'avant, sauf qu'avant, il était produit ici à Liège et à Charleroi. Maintenant, il est produit en Chine et ça vient ici en bateau. Ça émet d'autant plus de gaz à effet de serre. Mais ça, on n'en parle pas. Donc, je pense que pour moi, la priorité, ce serait en tout cas de limiter les transports polluants pour la population et de mettre une taxe carbone sur tous les transports. Comme ça, la pomme qui vient de Nouvelle-Zélande, elle coûterait beaucoup plus cher que la pomme. Et on ne l'achèterait plus. Désolé pour les New-Zélandais, mais on a des pommes de Pays de Herve qui sont les mêmes et elles coûtent 2 fois plus cher alors qu'elles sont à 10 km d'ici. Quoi. Voilà, ça c'est déjà une première mesure, c'est déjà très bien. Grégory Mailly, vous êtes Premier ministre demain. Alors, je préférerais être ministre-président de la communauté française. Parce qu'alors, j'imposerais, on ne peut pas imposer, mais on travaillerait sur le fait qu'à travers toutes les formations, depuis la première maternelle jusque surtout la fin du supérieur, on apprenne ce qu'est la biosphère et comment ça fonctionne. Nous n'avons plus aucune idée de comment fonctionne la Terre sur laquelle nous vivons. Et si on ne fait pas ça, comment voulez-vous qu'un économiste change son système, que quelqu'un qui fait du droit s'intéresse à ce problème, qu'un architecte comprenne la logique? Et pour moi, je pense qu'il y a un énorme... Mais vraiment, c'est la clé. C'est la clé, c'est former à tous les niveaux et y revenir. Voilà, très bien. Bon programme. Alors, Aline Thierry, vous-même, première femme Premier ministre, en avant. Que faites-vous ? Je rebondirai certainement sur l'idée de la formation, parce que ça me semble vraiment essentiel. Mais j'ajouterai... trouver une aussi à vous. Hein. Pardon ? Oui, j'en trouve aussi une à moi. Mais j'ajouterai aussi tout ce qui est gestion de crise et planification d'urgence pour aussi travailler sur la culture du risque dès l'enfance, en fait. Se rendre compte que le territoire, c'est aussi... il y a aussi des risques qui nous entourent et savoir comment on peut réagir par rapport à des situations d'urgence ou de crise, ça me semble un élément important. Et puis je pense que je donnerai quand même des moyens d'action et de travail pour toute cette infrastructure de gestion de crise qui pour le moment est dans l'ombre, travaille dans l'ombre, reconnaître les coordinateurs PLANU qui font ces plans d'urgence, leur donner des possibilités de formation, leur donner des moyens d'action pour travailler avec la population au niveau local. Donc ça, je pense que oui, ce serait ma deuxième mesure. Voilà, c'est quand même un peu quelques notes d'espoir pour terminer cette émission après 7 heures où nous avons dressé un peu le portrait de ce qui va arriver ici dans la région mais aussi dans le monde, hein, c'est pareil pour tout le monde. Le podcast se termine ici, donc nous allons remercier tous nos auditeurs et on se donne rendez-vous à une prochaine émission.